Vous êtes hébergé à la mission luthérienne par le pasteur Otto Friel. Euh, le gouverneur Kratke a pris de vos nouvelles régulièrement aussi. Vous êtes aux petits soins des quelques représentants de la colonie impériale allemande. Euh, le professeur Karl Dierno a commencé à recruter des hommes avec un homme qui vous a présenté comme étant un guide qui s'appelle Victor. Enfin, Victor, c'est son nom allemand, mais sinon c'est Kekamata. Mais bien sûr, en bon colon, ils lui ont donné un nom, ils l'ont baptisé d'un nom de leur contrée d'origine. Et Victor, euh, le professeur Dirno, qui a l'air assez hésitant, vous voyez que quand vous l'observez, vous voyez qu'il n'a pas l'air de savoir trop comment s'y prendre. Il n'a pas vraiment d'expérience de ce genre d'expédition. Euh, il a eu un financement par l'université. Les seuls avantages qu'il a, c'est il a une connaissance euh, dans les livres des cultures et des langues des Papous, donc qui ont déjà été rapportés par d'autres explorateurs et scientifiques allemands avant lui, et notamment aussi des religieux, hein, des missionnaires qui ont fait des rapports. Donc c'est les seuls des Hollandais aussi. Une bonne partie de l'île de Nouvelle-Guinée est colonisée par les Hollandais. Donc il a cette connaissance universitaire. Mais par contre, en matière pratique, vous voyez qu'il est très hésitant, qu'il ne sait pas trop comment faire. Et il a trouvé ce guide qui s'appelle Victor et il s'appuie beaucoup sur lui pour essayer d'organiser l'expédition à travers la jungle. Euh, vous savez que la zone où réside le pasteur Martens, qui a ramené un escroger, se trouve assez loin dans les montagnes, loin à l'ouest, à l'intérieur de l'île. Euh, il faut environ 2 semaines pour rejoindre cet endroit. Euh, Quand il est revenu la dernière fois pour ramener un escroger jusqu'à Finschhafen, il était accompagné de membres de la tribu dans laquelle il réside, qui s'appelle les Sampansuku. Et ça, personne ne sait vraiment où ça se trouve, si ce n'est que c'est assez loin dans les montagnes. Même Victor ne sait pas, ne les a jamais rencontrés, il connaît pas cette tribu. Mais si c'est loin à l'ouest, il pense pouvoir rejoindre une tribu qui s'appelle les Bukuma, qui se trouve au pied des montagnes et qui devrait pouvoir le renseigner sur cette tribu éloignée. Mais rien que dans la zone jusqu'aux montagnes, vous êtes susceptible de rencontrer des dizaines de tribus différentes. Le gouverneur Kratke a accepté de vous fournir quelques pirogues pour remonter le fleuve qui arrive jusqu'à Finschhafen, la rivière, la Gomme River, pour remonter vers l'ouest pendant à peu près un jour ou deux. Mais après, il faudra faire l'expédition à pied. Dirano, par l'intermédiaire de Victor, a recruté une vingtaine de porteurs, tous des indigènes. Le gouverneur Kratke a accepté de vous faire accompagner avec les pirogues par deux policiers locaux. Mais il tient à conserver une force de police locale assez conséquente. Il vous a dit qu'il y avait eu une rébellion des Papous il y a de cela un peu plus d'1 an. Ils avaient attaqué le dépôt d'armes local et du coup il avait fallu abattre quelques-uns des rebelles et il se méfie un peu
de ces révoltes soudaines qui peuvent arriver chez ces sauvages. Car bien sûr, à ses yeux, ce ne sont que des sauvages. Est-ce que vous faites quelque chose pendant les quelques jours de préparation de cette expédition? Des mesures particulières que vous prendriez, des précautions particulières que vous prendriez avant de partir? Moi, j'aimerais voir avec le docteur Steiner s'il n'y a pas des traitements un peu qu'on pourrait emporter avec nous pour éviter tout ce qui serait lié à cette expédition un peu sauvage. Vous avez déjà de la quinine que vous avez pris à Hambourg, importante pour le paludisme. Après, oui, bah, il vous donne une trousse de secours avec l'essentiel en termes euh, de pansements. Bon, après, il vous conseille de faire attention aux serpents. Bon, il y a beaucoup de serpents constricteurs qui, de toute façon, ne chercheront pas trop à s'approcher de vous. Mais il y a beaucoup de serpents, notamment le taipan, qui est une vipère noire extrêmement mortelle. Elle n'a pas pour habitude d'attaquer les humains, mais elle n'attaque pas naturellement, mais si elle est contrainte, elle peut mordre. Et dans ces cas-là, le poison est redoutable. Le venin est redoutable. C'est rassurant. Et Ouais. la forêt en est infestée. Le taipan, d'accord. Vipère noire. Ça peut faire 3 mètres de long, hein. C'est une grosse Ah oui, bébête. c'est de la vipère balèze. Ouais, ouais. D'autres choses pour le baron, le professeur Carpenter, pour Felipe? Non, rien de spécial pour le baron. On a le nécessaire boussole, choses comme ça. Oui, oui, il s'en est occupé, ça, Dirno. Ça, pour ce qui est il a, il a même, enfin, vous avez presque un petit matériel de camping qui va vous suivre partout, hein. Des petites tables, des fauteuils, des tentes. C'est à ça aussi que vont servir les porteurs. Des moustiquaires, tout est prévu. Des vivres en- pour tenir pendant un mois, parce qu'il faut faire 15 jours aller, 15 jours retour. Il est pas sûr enfin, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous alimenter dans la jungle, du moins pas toujours comme vous le voudriez. Donc il y a quand même pas mal de vivres à emporter. Quelles sont les connaissances du professeur sur ces tribus-là? Bon, tu les connais aussi par les livres, puisque tu n'es jamais venu dans ces Ouais, contrées. C'est la première fois que tu viens ici dans les les terres du Kaiser Wilhelm, à l'autre bout du monde. Non, bah tu sais que ce sont des populations natives euh, bah, qui vivent de manière très primitive à l'intérieur de la jungle, avec très peu de contact avec la civilisation. Ils sont très méconnus, hein. d'accord. Bah, s'il connaît pas trop et puis qu'il a un autochtone sous la main, je retrouve son nom, Kekamata. Oui, Ouais, lui, il parle un petit peu un espèce un, un- un anglais pidgin, matiné d'allemand, dans lequel vous pouvez avec lequel vous pouvez communiquer avec lui en ayant beaucoup de contresens. ah mais d'accord, j'allais dire le professeur va le harceler de questions, mais pour le coup, si le dialogue est très rudimentaire, ça va être compliqué. Ouais. Bah, c'est-à-dire que oui, si, si, dès l'instant que vous êtes sur des choses un peu concrètes qu'il a l'habitude
de- des thèmes sur lesquels il a l'habitude d'échanger avec des occidentaux, ça va. Mais si tu lui poses des questions plus sur sa culture, tout ça, et qu'il essaye de trouver les mots pour t'expliquer, c'est plus laborieux. Ouais. Ouais, voilà, bah là c'était plutôt pour lui poser des questions, bah tiens, sur les mœurs de leur tribu, quoi. Donc, admettons, je te fais un cadeau. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça t'agresse ou pas? Ou admettons, je regarde ta femme dans les yeux. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Ouais, oui, oui, non, bah, il te dit que ça va dépendre un peu des tribus, mais que bon, euh, certaines peuvent être un peu belliqueuses, mais que dans l'ensemble, de toute manière, ceux qui sont au plus près de la côte, ils savent qu'il y a les armes, les Occidentaux ont des armes très efficaces avec les fusils, et donc en Ouais, général, ils sont du coup assez coopératifs. Ils évitent de trop entrer en conflit. d'accord. Après, ils vivent bon, ils vivent dans la jungle. En général, ils élèvent des cochons. Ils ont aussi des petites plantations. Et puis, bien sûr, chasseurs-cueilleurs dans la forêt. Ok, voilà, il va se renseigner plutôt de ce côté-là, quoi. C'est plutôt le côté anthropologie qui l'intéresse. Mhm. Ok. Tu vois que Dirno aussi passe un certain. Pareil, il essaye de s'activer autant que possible pour que l'expédition soit organisée, ce qui prend encore 3 jours avant que vous partiez. Mais lui, il est pressé d'aller sur le terrain pour essayer de rencontrer ces tribus-là. Si vous êtes prêts, l'expédition va se mettre en route quelques jours après. Le pasteur Otofrir est là pour le départ et il bénit votre expédition avant que vous partiez. Steiner est là également et le gouverneur Kratke qui est venu vous saluer. Ne leur faites pas trop confiance. Vous verrez, moi je me méfie de cette population de sauvages. On ne peut pas vraiment s'appuyer sur eux. Un tas de fainéants. À la première occasion, vos porteurs vont filer douce. Ne comptez que sur vous-même. Non, on a l'habitude de ça, vous en faites pas. Et vous partez. D'abord sur des pirogues. En remontant la Gomme River. Avec une jungle assez dense. Très humide. Remplie de brume. Et au début, la progression avec vos canoës se fait sans encombre. Et puis les policiers qui vous ont été euh, attribués par le gouverneur Kratke repartent en direction de Finnshafen, vous laissent sur les rives et à un premier jour de campement, vous commencez à vous enfoncer dans la jungle. Le relief est un peu chaotique, mais encore pas trop. C'est encore relativement plat sur les premiers jours, qui se passent sans trop d'encombre. Euh, Beaucoup d'oiseaux colorés, des araignées très différentes les unes des autres, en nombre. Vous êtes dans la brume, dans une chaleur étouffante, qui fait que vous transpirez abondamment. Euh, L'exercice est difficile et vous fatigue beaucoup. Et vous avancez petit à petit. Après les quelques premiers jours à cheminer, l'exercice devient de plus en plus difficile. Alors voilà comment on va procéder. Oh, c'est insupportable. Les moustiques vous piquent. J'ai découvert en dessous la carte de la région. Alors la carte actuelle, la ville de Madang actuelle, en fait, ça s'appelait à l'époque Finnshafen, quand c'était une colonie allemande.
Et forcément, vous n'avez pas à l'époque une représentation aussi précise de cette carte, mais comme ça vous donne un peu une idée. C'est le petit rectangle rouge qui est symbolisé en bas, qui apparaît sur la carte en relief là. Donc vous êtes parti de... Vous êtes parti d'ici. L'expédition du professeur Dirnau. Il est sympathique avec nous, lui, ça va ou... Oui, vous le sentez un peu... oui, un peu maladroit, malgré tout. Il ne connaît pas si bien que ça les, les mœurs locales, donc vous voyez qu'il fait un peu d'impair avec les autochtones. Donc on va pas faire le voyage dans des moindres détails, parce que ça va durer de nombreux jours. On va faire quelques étapes. Vous avez vos tokens. Euh, J'ai déjà utilisé ça dans d'autres scénarios. Vous vous répartissez. Vous allez faire un jet chacun. Ça va un peu déterminer ce qui vous arrive devant cette première partie du voyage durant laquelle vous allez vous rapprocher des montagnes, à travers la jungle. Donc il y en a un qui fera un jet de survie tropicale au début, en forêt tropicale, un autre un jet d'orientation, un jet de chance, un jet de premier soin et un jet d'intimidation, sachant que Dirno en fera un et qu'il est mauvais à peu près partout. Bon, on va essayer de se répartir un petit peu. Quels sont vos points forts, chers camarades? Felipe, ça ressemble à chez vous ici? Ouais. Je peux tenter, dans ce que je suis le moins mauvais, la survie en forêt tropicale. Sauf s'il y a un expert parmi vous. Moi, je peux soigner un peu les bobos, les ampoules. Grossièrement. Donc c'est quoi? C'est intimidation, survie... Tu l'as sur la carte au-dessus, à côté. Il faut placer vos tokens dessus, comme ça on saura. Ah mais oui, c'est bien fait. Moi, je suis assez intimidant comme mec. Alors, intimidation, ça sera pour un peu coacher les porteurs. Bah oui, ils fait. font n'importe quoi, ils ont renversé mes livres déjà. Ils ont cassé le service AT. Des modèles uniques. Après, je peux tenter la chance aussi. Bon. Cher baron. Premier soin. Vous laissez... bon alors l'orientation... Ah, c'est lui qui va s'occuper du... Je suis nul. Bon, tant que vous avez Victor, qui est là, qui est J'ai 40 moi en orientation. Hein. S'il préfère la survie tropicale. votre guide. Je vous laisse décider. Hein. Moi, ça change pas grand-chose. Après, si lui, il a vraiment étudié, bon, il a peut-être pas la pratique, mais l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Ah non, là, il a jamais venu, il a jamais mis les pieds dans la forêt tropicale. Enfin non, jamais, c'est pas tout à fait exact. Il a été juste un petit peu au Tanganyika, mais il a aucune expérience concrète d'une expédition. Quoi. Est-ce qu'il vaut mieux crever en connaissant son chemin ou survivre en étant perdu? Et je suis nul en intimidation, voilà. On aurait pu prendre, ou à moins que l'un d'entre vous, Hendrik ou le baron, puisse prendre le rôle de garde-chiourme avec l'intimidation. Ce qui peut... Qui permettrait de mettre survie et orientation. Dirno, là où il peut remplacer intimidation par le fait qu'il parle un peu les langues des Papous. Il a quelques connaissances, donc il pourrait utiliser cette compétence-là plutôt qu'intimidation, où il est nul. D'accord, bah du coup si tu veux, on peut inverser, regarde, moi je me mets là, hop hop hop, voilà. Ouais.
commencer par le jet de chance. Survie tropicale, vas-y, professeur. Mhm. Jet d'orientation. Jet de qui a un beau 95. Un jet de premier On va soin, parce manger du serpent. en Il va survie tourner en rond. tropicale, vous avez eu quelques petits déboires avec des bêtes un peu venimeuses Oh, et putain. qui ont pas vraiment, vous ont pas réussi, ou peut-être c'est ce que vous avez bu ou ce que vous avez mangé qui vous a rendu malade, peut-être également les porteurs. Alors je sais pas si vous voyez les petits indicateurs qui sont au-dessus de Dirno, les... La petite flèche verte, enfin, le curseur vert. Donc le bleu, ça va être le bleu, c'est votre stock de provisions. Le rouge, ce sont vos porteurs, le nombre de porteurs qui vous restent. Et le vert, ça va être la santé globale du groupe. Bah, comme tu as raté ton jet de survie en forêt tropicale, tu vas acheter un D8, professeur. En mètres, c'est la taille de la vipère. C'est ce que vous allez perdre pour votre de stock de provisions. Donc, et tu vas en lancer un autre sur. Tu vas lancer un autre jet, un deuxième D8, qui ne sera pas compensé par les premiers soins. C'est votre état de santé global. Qui lui diminue un peu. Vous avez progressé à pied à travers la jungle, parcouru une bonne quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau, mais en fait plus du double en cheminant. Vous voyez que commence à apparaître de manière assez distincte quelques endroits où vous avez des éclaircies dans la forêt. Il vous arrive de traverser des zones éclaircies de petites savanes, et vous apercevez les montagnes au loin quand vous n'êtes pas au milieu de la végétation, avec des sommets assez élevés. En fait, toute cette chaîne de montagnes, elle est à plus de 4000 mètres. Hein. Il y a même des glaciers. Enfin, c'est très haut. Hein. Et vous dites qu'à un moment donné, il va falloir rentrer là-dedans, peut-être, pour... vous avez rencontré quelques tribus autochtones, plutôt amicales, avec lesquelles vous avez pu échanger quelques fruits, mais ils n'étaient pas très pressés de rester en votre compagnie. Mais vous n'avez pas été attaqué, il n'y a pas eu de problème majeur. euh, et bon, il y a eu quelques disputes dans la compagnie, mais on va voir ce qu'a fait votre estimé compagnon, le professeur Diano, pour essayer de maintenir le groupe dans son unité. À une maladresse. Donc il faut croire il leur a tenu un discours qui leur a pas plu du tout. Il a essayé de communiquer avec eux. Alors euh, est-ce parce qu'il était maladroit, ou est-ce qu'il a utilisé des contresens en leur parlant? Mais ils ont l'air d'être vraiment très très remontés contre lui. Même Victor a du mal à contenir la troupe. Et du coup, vos porteurs se sont divisés en deux groupes, une partie qui veut continuer et l'autre qui est prête à arrêter après avoir fait déjà cette première partie du voyage. Il y a le risque de perdre la moitié des porteurs, la moitié du matériel, des denrées des colis fichets que vous avez pu emporter pour échanger avec les tribus rencontrées. L'heure est assez grave. Dirno ne sait plus comment maîtriser la situation et il y a la moitié des porteurs qui menacent de s'en aller, ni plus ni moins. Est-ce que vous essayez d'agir pour les empêcher de partir? Et de quelle manière? Professeur, que pouvons-nous faire? Cet abruti les a vexés. Je ne sais pas.
peut-être pouvons-nous augmenter leur ration de nourriture pendant C'est quelques pas, jours. c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Bah, je vais aller essayer de discuter avec eux. Victor t'accompagne pour essayer de traduire. Le groupe qui cherche à s'en aller là, arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont en train de. Il y en a déjà quelques-uns qui ont commencé à partir en s'éloignant. Il y a une petite file qui s'est faite, qui part à travers les grandes fougères que vous voyez déjà depuis longtemps. Je Il y les en a un, bloque, tu vois, je me mets devant eux. il y en a un qui s'arrête devant toi. Ne restons pas ici. L'homme qui conduit cette expédition ne sait pas où il va. Il ne connaît rien. Il nous méprise. Il méprise nos familles. Et il ne tient pas assez compte de notre fatigue. Écoutez, vous En n'avez gros, pas compris. il te faut comprendre que c'est un bon à rien et qu'ils ne suivront pas quelqu'un qui va les mener à la mort. À Donc, vous, vous pouvez rester si vous voulez. alors, je suis bien d'accord avec vous. L'homme qui dirige cette expédition, c'est moi, désormais. Nous venons de discuter et c'est terminé. Ce n'est plus lui qui commande. Victor, il te regarde. Il n'a pas l'air convaincu de ce que tu dis. Il le traduit quand même. Tu le sens un peu hésitant. Bah, j'insiste, je lui dis, nous n'avons pas le choix. Est-ce que vous connaissez mieux la jungle que cet imbécile du professeur Karl? Alors, je les prends un peu dans le bon sens en disant, c'est sûr que c'est votre jungle et que vous la connaissez mieux que moi. Par contre, effectivement, je la connais certainement mieux que cette personne. Ce n'est pas bien difficile. Bon, Allez, ils t'ont déjà fréquenté un peu depuis quelques jours. Ils ont vu que t'étais effectivement, que tu faisais pas n'importe quoi dans la forêt tropicale. Il y en a, ils se consultent entre eux. Euh, Il y a un groupe quand même qui va s'en aller. Tu vas lancer un D6, voir combien de. Il y en avait 10 qui s'apprêtaient à partir. T'en auras finalement un peu moins. Il n'y en a qu'un qui part, qui refuse de rester. Les autres restent. Ce qui ne devrait donc pas trop vous pénaliser pour la suite. ok. Donc, bah voilà, en le voyant partir, je dis, bah, il prend une mauvaise décision. Allez, remettons-nous en route. Et dès que je vais repasser à côté de, j'arrive pas à prononcer son nom, Dirno, je vais lui dire, vous avez failli tous nous tuer Ah, avec, puis tu vois qu'il se gratte partout, Dirno, qu'il a des plaques de boutons un peu partout, qui gratte abondamment et qui s'irrite presque jusqu'au sang. Ah, mais en fait, je pensais qu'ils auraient je pensais qu'ils auraient des remèdes pour cette démangeaison. Je leur ai demandé, je ne sais pas ce qu'ils ont compris, mais ils s'en sont offensés. Alors déjà, le remède pour notre voyage, c'est que c'est moi qui prends le commandement de l'expédition. Ah, mais c'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible qu'il y ait une expédition si c'est vous qui dirigez. Voyons, vous n'avez pas le sens de la jungle, ça se voit, et d'ailleurs, il faut vous soigner. C'est l'expédition d'Irno, ce n'est pas l'expédition Carpenter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mutinerie? Ce n'est pas une mutinerie, c'est une tentative de survie. Ah, L'expédition d'Irno va s'arrêter dans demain si vous continuez vos bêtises. allons. Vous avez réussi Et on va sur à, une civière. vous avez réussi à raisonner nos porteurs et je vous en suis reconnaissant. Mais enfin, vous ne pouvez pas prendre la tête d'une expédition que vous n'avez pas financée et pour lequel vous n'avez pas eu le mandat de l'université. Ça n'a aucun sens. Je me J'ai- rapproche de j'ai- lui et je dis, je vous rappelle que j'ai accepté de venir ici pour aller dans cette tribu des Sampan-Suku alors que ce n'était pas forcément ma destination initiale. Et ceci pour
pour convenir avec vous d'être plus forts ensemble dans la jungle. Mais vous devez malgré tout obéir à mes directives. Moi, j'accepte que vous soyez mon assistant. Je serre les dents et je lui dis, je ne serai pas votre assistant. Je veux juste que devant eux, on donne l'impression que c'est moi qui commande. Vous avez tout fait foirer, ne le faites pas une deuxième fois. Il te répond pas. Il ravise un peu sa casquette avec un air un peu renfrogné. Bon, c'est pas quelqu'un de très belliqueux, hein, Dirno. Hein. Il a passé son temps plutôt dans l'université, dans des amphithéâtres et avec des étudiants. Il sait pas trop comment se confronter à la dure réalité de la jungle tropicale. Et il y a qui il évite le conflit et dit bon, mettons-nous en route. Continuons. Nous n'avons rien eu de grave pour l'instant, à part cette baisse de morale chez les porteurs. C'était attendu. Le gouverneur nous avait prévenus. Bon, essayez de nous consulter la prochaine fois que vous vous adressez à eux. Et ça va aller. J'ai aucune envie de vous prendre vos galons. Je m'en fiche. Alors, je peux essayer de me mettre à la tête de l'expédition avec Victor pour nous guider mieux, si vous le souhaitez. Voilà, faites ça, oui. Vous lui faites faire, donc c'est lui qui fera les jeux d'orientation, c'est ça? Non, là, moi, je dis juste ça pour qu'il arrête de se gratter devant moi et qu'il me foute la paix. Hein. Alors vous avez tous un peu cette démangeaison, vous avez eu des piqûres d'insectes, vous avez sûrement un peu la diarrhée, vous transpirez abondamment à cause de la chaleur. Euh, des insectes avec de nombreuses pattes vous courent dessus quand vous essayez de dormir dans vos tentes le soir. Euh, mais vous continuez à avancer. On va faire une deuxième série de jets. Vous pouvez changer votre répartition si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de garder le même jet, comme vous voulez. Bah, cette fois, c'est moi qui vais m'occuper de l'intimidation. Pour discuter avec les porteurs. Parce que si vous n'avez plus de porteur, forcément, vous allez perdre en matériel, vous allez perdre en ration. Ça risque de vous fragiliser. Vous arrivez dans une zone avec de nombreux fleuves à traverser. Alors, intimidation, vous laissez la survie à Dirno ou quelqu'un d'autre s'y colle? Moi, je peux le faire, hein, ça me fera monter un peu mes chances. Hein. Vous restez comme ça? Oui. Ouais. C'est vrai qu'en orientation, vous aviez aussi eu un échec de Felipe. J'avais oublié ce détail. Donc vous n'avez pas avancé autant que ça. Vous avez avancé doucement. Même à plus... en faisant... Tu as un jet bonifié parce que tu as l'apport de Victor. Donc tu fais quand même un jet à plus 2. Mais il faut croire que... ça vous a quand même pas mal ralenti. On y Qui va est-ce qui fait un G à plus 2? en orientation. Ah, ok. Parce que vous avez un guide. Victor Kakamata. On va faire une deuxième salve. On commence par la chance. Bravo. Oups. Un jet de survie. Eh bien, je vois que vous êtes en forme. Le
professeur Dirno va faire son jet d'orientation. Bon, il a échoué. Même à +2, il a échoué. Il a fait 43 pour 10. Tout à l'heure, il avait fait 100 en langue papou. Donc, Ouais. Pas trop tard pour faire demi-tour. tu fais premier soin avec le baron, s'il te plaît. Pas loin d'une maladresse. 200 C'est pas possible. et un 84. Bravo. Et un jet d'intimidation pour le professeur Carpenter. On va voir comment s'il manie la chicotte avec autorité. Eh bien, pas vraiment. Eh bien, ça ne dit rien de bon, tout ça. Alors déjà, globalement, vous avancez pas autant que vous le vouliez, vous traînez, Victor vous a dit que vous alliez sûrement mettre plus de 2 semaines pour arriver à destination. Vous avez encore marché, vous avez fait 10 jours et vous êtes à peine arrivé aux montagnes. Vous avez traversé une zone de fleuve, on y reviendra. Et surtout, les maladies ont commencé à empirer et malgré tout le matériel médical que vous avez, ça n'a pas vraiment réussi à freiner votre affaiblissement général. Vous allez tous faire un jet de constitution. Alors, si vous avez réussi votre jet de constitution, vous allez perdre 1 point de vie seulement. Si vous l'avez raté, je vais lancer un dé. Donc pour le baron et pour Felipe, c'est un seul point de vie. Pour Hendrik et pour le professeur, ça va être un peu plus. C'est ma jambe qui me fait mal encore. Peut-être des petits vers qui ont commencé à apparaître sous la peau de certains d'entre vous. Des démangeaisons dans le dos. Des chenilles urticantes qui sont rentrées dans votre sac de couchage. Une nourriture qui a commencé à vous faire de terribles maux d'estomac, des maux de tête, des diarrhées violentes qui ont ralenti l'expédition. D'autres porteurs sont partis. Tu vas lancer un D8 pour connaître le nombre de... ouais, même un D10 en fait, pour voir le nombre de porteurs qui seront partis. Vous avez donc reperdu 3 porteurs qui ont quitté l'expédition. Et tu vas lancer un D8, s'il te plaît, Felipe. Vos vivres commencent à baisser à vue d'œil. Il n'y aura jamais assez pour le retour. Et un autre D8, c'est votre état de santé général de la troupe, qui descend aussi. Et il y a également un événement fort fâcheux qui s'est produit. Lorsque vous avez traversé les rivières, alors que le groupe était en avant et que tu avançais en avant du fleuve, vous avez vu arriver droit sur vous, en arrivant sur la rive, un groupe de casoars. Nous, on était en bateau. Ah non, vous n'avez plus de bateau. Hein. Non, vous on avez est à laissé, pied, là. vous êtes à pied, vous les traversez à pied les fleuves. Ok. Casoars, c'est Aux armes. et que vous avez dérangé, sûrement dans un endroit où vous étiez en train de nicher. Ils se sont montrés extrêmement agressifs à votre égard et ils ont commencé à foncer sur vous. Victor, qui était en avant avec une lance, a essayé de les repousser et il a été entouré par plusieurs casoars qui ont commencé à lui donner de violents coups de bec, à lui arracher des morceaux de chair avec les becs et à l'attraper avec leurs griffes acérées. Il a hurlé de tout ce qu'il pouvait au moment où il arrivait de l'autre bout. Le reste de l'expédition, vous êtes arrivé derrière. Est-ce que vous essayez de tirer sur ces casoars pour le tirer d'affaire? Ah Bien oui. sûr, bien sûr. Allez-y.
C'est raté. Et qui d'autre avait essayé? C'est réussi Moi. pour Hendrik. T'as réussi à en tuer un, mais le pauvre Victor a été déchiqueté à coups de bec. Les autres se sont enfuis avec les coups de feu en voyant le groupe arriver. Il y a quand même quelques-uns qui restent à proximité, prêts à vous fondre dessus. Ils sont montés sur une berge. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont là, prêts à, qui vous regardent en dodelinant de la tête, avec un air tout à fait menaçant, avec leurs griffes pointues, extrêmement coupantes, qui sont nichées dans le sol, prêtes à bondir et à venir à toute allure sur vous pour vous donner un coup avec leur bec. Euh, Victor saigne abondamment. Il a reçu de nombreux coups de bec et coups de griffe parce qu'il est arrivé le premier sur la rive. Les Chaozoars sont des bêtes extrêmement féroces, hein, qui peuvent effectivement déchiqueter un homme très rapidement. Vous pouvez faire un jet de, vous pouvez essayer de faire un jet de premier soin difficile pour le sauver. Enfin, l'un d'entre vous peut essayer. Il meurt. Il saignait trop. Pauvre homme. Le professeur s'était pas approché de lui, Mais je l'ai il vu, regardait j'ai- les fourrés avec son fusil, au cas où il y a d'autres bestioles qui arrivent. Vous avez perdu votre guide. Pas de chance, pas de guide. Je me tourne vers Dirno. Vous avez vu comme ça peut aller très vite? Ah, ces bêtes sont abominables. On aurait dit de pauvres dindons, mais en fait, ils l'ont déchiqueté. Atroce, j'ai jamais vu ça. Mon Dieu. J'ai réussi quand même en abattre un. Ne laissons pas les carcasses ici, ça va attirer des bestioles. Du coup, il y a une émeute encore chez les, euh, chez les porteurs. Il y en a plusieurs qui disent que les 4 qui sont déjà partis ont eu raison et que maintenant tout le groupe devrait s'en aller et vous laisser là. D'ailleurs, ils pensent qu'il faudrait que tout le monde reparte en direction de Finnshafen. Non, non, restez, vous voyez bien. Je vous protège. Je n'ai pas abattu une de ces sales bêtes. Ils comprennent rien à ce que tu dis. Aidez-nous plutôt à prélever de la viande. Moi, nous mangerons bien ce soir. Il peut essayer de traduire globalement ce que vous dites, Dirno. Vous voyez que c'est Ah, comestible? Le traducteur. C'est un gros poulet. Oui, je ne sais pas si ça se mange. On peut essayer. Il demande au porteur. Oui, il pense que c'est comestible. Je parle de l'oiseau, hein. Oui, oui. Bien. Rassurez-les, Diana. Je vais essayer. Ouais, la chance semble se lier contre nous. Tout se passe mal. Il y a un nouveau groupe de 8 porteurs qui s'en va. Qui vous quitte. Bien décidé à ne pas rester avec vous. En fait, la moitié de l'effectif qui vous restait. Ah, misère. Dites-nous. Que leur avez-vous dit? Je leur ai dit que nous allions bientôt franchir les montagnes et qu'il n'y aurait plus de ces horribles oiseaux et que tout allait mieux se passer ensuite lorsque nous allons passer l'école à 2000 mètres d'altitude. Ils ont l'air de mal le prendre. Ils disent que ces montagnes sont sacrées et qu'il ne faut pas les franchir. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ils ont peut-être dit que c'était trop. Ils ont peut-être dit que c'était trop dangereux. Ou peut-être qu'ils m'ont donné des noms que je n'ai pas réussi à traduire, qui laissaient entendre que je n'étais pas à la hauteur. C'est possible aussi. Enfin, soit. Nous voilà beau. Enfin, je ne suis pas certain. Je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, vous savez. Bah, peu importe, la situation je- est claire. Ils nous vont Et quitter, voilà tout. je ne suis pas sûr qu'ils me comprennent non plus, d'ailleurs. C'est trop tard, ils sont partis. Il nous reste 8 porteurs fidèles. Il va falloir faire un peu de tri dans ce que nous avons à porter avec nous.
Ah ben, c'est ce n'est qui. Et je ne sais pas avec qui nous sommes partis. Je ne sais pas si nous avons choisi le bon attelage, si je puis dire. Vous aviez les indications de Victor avant qu'il trépasse sur le chemin à suivre à travers les montagnes. Euh, Vous empruntez ce chemin périlleux. Vous montez effectivement en altitude. La température refroidit, mais maintenant vous êtes vraiment dans des espaces plus. La forêt devient moins dense. Euh, Vous devez passer par des petites vallées profondes. C'est très encaissé, très découpé. C'est vraiment des montagnes très plissées les unes contre les autres, où vous arrivez à cheminer à flanc de montagne, mais c'est assez périlleux. Vous allez faire cette fois-ci des jets de grimper. Un jet de grimper, et non pas de survie en forêt tropicale. Et toujours les autres. Donc, qui fait guide de haute montagne? Bon, je ne suis pas brillant à grimper, donc peut-être que quelqu'un d'autre peut s'y essayer. Je peux le faire hein, si personne veut se dévouer. Qui est-ce qui fait chance? Qui est-ce qui fait... Je vais m'y coller. Hein. Tu t'y remets? Vas-y. Cette fois-ci, moins de problèmes. Dirno va faire un jet d'orientation. Et donc, professeur, comme t'étais parti, on attend ton jet d'intimidation. Sur les porteurs, il vous en reste 8. Non, malgré tout, tu les as un peu intimidés. Il y a beaucoup, ils sont restés avec vous, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix, maintenant qu'ils s'étaient engagés dans ces défilés de montagne. Vous avez gagné en altitude. Vous avez vu les plaines situées à l'est d'où vous veniez, depuis Finschhafen, avec une forêt tropicale à perte de vue, des collines entières recouvertes jusqu'à l'océan que vous ne voyez plus, parce que maintenant vous êtes trop loin. Et vous avez cheminé à travers ces montagnes escarpées, quand même couvertes de végétation, un peu moins de bébêtes autour de vous. Euh, mais vous êtes néanmoins beaucoup affaibli, beaucoup trompé de chemin en faisant machine arrière à de nombreuses reprises, en vous en lançant sur euh, des ravines qui ne menaient nulle part, en rebroussant chemin, en revenant, et ainsi en vous fatiguant beaucoup. Euh, Comme en plus les conseils du professeur Dirno avec sa boussole, ils n'étaient pas forcément des plus heureux. Vous avez ainsi encore, vous êtes encore beaucoup fatigué. Vous pouvez faire un jet de constitution à nouveau. Alors ceux qui ont raté vont avoir leurs dégâts qui vont s'afficher. On peut faire un jet de premier soin, parce que tu ne l'avais pas encore fait, Baron. Bon, ce qui fait qu'au niveau santé, en dehors de cette fatigue qui vous épuise après plusieurs jours de marche à travers la montagne, vous êtes parti déjà depuis 2 bonnes semaines. Vous pensiez déjà être arrivé à destination, et c'est toujours pas le cas. En montagne, vous n'avez pas croisé de tribu. Vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression d'être seul au monde, et vous redescendez ensuite dans les vallées. Tu vas lancer un des 4, s'il te plaît, Philippe. Ah bah voilà. C'est extraordinaire. Faut croire que dans votre nourriture, il y avait pas mal de choses qui étaient que vous n'avez pas pu porter, faute de porteur, ou des choses qui se sont avariées, ou qui sont tombées au gré des chutes que vous avez fait. Vous les avez vus tomber à flanc de montagne, des baluchons remplis de nourriture dont vous comptiez pour le retour. Vos vivres sont pratiquement à néant. Enfin, il vous en reste 4 doses sur 20. Pour le retour, ce sera difficile. Et vous arrivez dans une zone pas vraiment de plaine, mais plutôt de collines boisées, un peu fatigué. Vous avez encore de quoi vous nourrir. Vous avez toujours 8 porteurs avec vous. Euh, et vous n'avez pas eu de maladie grave jusqu'à présent, à part cet affaiblissement général. Vous arrivez, alors que vous redescendez dans les vallées, en vue d'un groupe
de chasseurs que vous croisez au pied d'une cascade. Ils sont armés avec, avec des massues, des arcs, de grands arcs. Et vous voyez qu'ils s'approchent avec un air assez menaçant de votre groupe. On va mettre un porteur devant déjà. Professeur Dirno est un peu apeuré. Je ne sais pas s'ils ont vraiment... Ils n'ont pas l'air d'avoir de très bonnes intentions avec nous. Qu'en dites-vous? Euh, euh, Venez, essayons d'avoir fière allure vis-à-vis d'eux. Mettez-vous devant. Ne nous laissons pas intimider. Alors, est-ce que moi, si mes discussions avec le l'interprète avaient porté leurs fruits, je peux peut-être dire ne les regardez surtout pas dans les yeux et sortez dans les malles. Nous allons leur offrir de la nourriture. De la nourriture, mais nous en manquons. Et si nous ne leur offrons pas de nourriture, ils vont nous attaquer. Ils Oui, pourront ça peut-être peut- nous nourrir en retour plus tard. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sont restés en retrait, avec leurs arcs qui sont tout près d'eux. Ils ne vous visent pas avec, hein, ils n'ont pas l'air d'être menaçants. Et il y a un groupe de 3 chasseurs papous qui s'approchent de vous. Ils ont des grands filets, ils ont des lances. euh, et vous voyez qu'il y en a un peu plus loin il y en a qui portait des sangliers qui étaient attachés sur des branches. Ils se plantent devant vous et ils vous parlent avec autorité. Alors, est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'on a retenu Euh, un mot ou deux quand même? J'ai compris que c'était le chef des chasseurs et le chef de leur tribu. Il dit qu'il s'appelle Udia Kepanga, si j'ai bien compris. Je n'en suis pas certain. Et si j'ai... Il dit qu'il appartient à la tribu des Bukuma. C'était bien la tribu que nous devions trouver. Ils pourront peut-être nous indiquer quel chemin nous devons prendre pour aller chez les Sampansuku. Voulez-vous que j'essaye de discuter avec eux pour essayer d'en savoir plus? J'ai l'impression que vous êtes notre seule chance, mais Il n'a pas l'air d'être prenez garde. Hein. ils n'ont pas l'air d'être trop hostiles. Mais ma foi, si je n'arrive pas à me faire comprendre, je ne voudrais pas qu'ils réagissent mal comme les porteurs l'autre fois. Bon, Faites un effort cette fois. il se gratte un peu la tête, un peu hésitant, et il essaye d'échanger un peu avec eux. Euh, vous le sentez, vous comprenez rien à ce qu'il dit, mais rien que par son langage corporel, vous êtes mal à l'aise. Et vous sentez que il fait pas ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas l'air de mal réagir malgré tout. Euh, à la fin, il se tourne vers vous et il nous invite à leur village. C'est plutôt bon signe, non? Oui, bah, très bien, très bien. Ils font de grands sourires. Ils vous font un signe de la main pour que vous les suiviez. Ah, ils vont pouvoir... ils ont dû me dire qu'ils voulaient nous donner à manger ou quelque chose comme ça. Leur langue ne ressemble pas exactement à celle que j'ai appris dans les livres. C'est un peu différent. J'ai du mal à m'y retrouver des fois. Certains mots se ressemblent, mais pas tout à fait. Les prononciations surtout. Enfin, ils vont nous donner à manger. Nous les suivons? Moi, je fais mine de les suivre. Tu fais mine seulement ou tu les suis? Non, non, enfin, je les suis, ouais. Enfin, regarde un peu comment réagissent les autres, quoi. Bon, les porteurs, ils ont l'air un peu résignés, ils sont tous un peu exténués, donc ils se posent pas trop de questions, ils suivent. On va rester vigilant quand même, mais on n'a pas trop le choix, je crois. Hein.
ça le problème. Mais je ne sais pas trop. Il se tourne vers, il se tourne vers le baron, le professeur Dirno. Vous voyez, je ne sais pas trop quand ils disent manger, si ce n'est dire nous donner à manger ou nous être donnés à manger à eux. C'est- Ce serait bien de ses avenirs, ça. je ne suis pas tout Oui, à vous fait. inquiétez quand même. Si vous voulez, regardez, j'ai des carnets là avec la langue papou, si vous voulez essayer de l'apprendre. Il les consulte abondamment et il prend des notes dessus. Vous l'avez déjà vu faire plusieurs fois ça pendant le voyage, quand il discutait avec les porteurs ou quand vous avez rencontré quelques tribus amicales au début. Il a plusieurs cahiers dans lesquels il a griffonné des mots de vocabulaire, des expressions. Il est quand même assez méthodique, hein. Et vous les suivez jusqu'à un petit village en pilotis qui se trouve au pied de la montagne. Et il y a là une population, une bonne centaine de personnes. Vous voyez qu'il y a quelques plantations euh, et pas mal de cochons sauvages qui se promènent au milieu du village. Le chef, Udia Kepanga, revient vers Dirno et dit qu'une fête va être donnée en notre honneur, puisque les visiteurs de l'autre bout des mers sont venus pour les rencontrer. Euh, ils vont tuer des cochons en l'honneur des Blancs. Enfin, du moins, c'est ce qu'il a compris. Ou peut-être que c'était nous tuer nous pour donner à manger aux cochons. Je ne sais pas. Il y a des enfants, des filles, des garçons, tout le monde vous regarde avec beaucoup de curiosité. Tout le village s'approche de vous, on vient toucher vos vêtements, regarder vos objets. Euh, Presque tous ceux qui sont là n'ont jamais vu un occidental. La communication, il s'avère à l'expérience assez aimable avec vous et en fait très curieux de vous rencontrer. Messieurs, il faut rester prudent. Vous voyez qu'ils ont été chercher des cochons et qui sont en train de les. Il y en a plusieurs qui se font euh, égorger et qui commencent à être préparés pour le soir. On les découpe de manière à pouvoir les faire rôtir et les manger en commun le soir en l'honneur de votre visite au village. Je mets une bonne tape dans le dos de Dirno. Ah, vous voyez, c'est bon. C'est les Ah, cochons qu'on tue. oui, c'est plutôt rassurant, oui. Vous savez, on a entendu tellement de choses sur ces sauvages mangeurs de chair humaine. Euh, je ne savais pas trop ce que nous devions croire. Bon, il faut croire que j'avais compris. Euh, et effectivement, le soir, avec beaucoup d'amabilité, ils vous réunissent autour d'un feu. Et toute la population du village est là avec vous. Ils essayent timidement d'échanger avec vous euh, pour, euh, pour comprendre un peu qui vous êtes et d'où vous venez, mais c'est un peu compliqué à expliquer avec la barrière de la langue. Dirno fait ce qu'il peut pour expliquer que vous venez d'un pays très lointain, que vous êtes venu par bateau. Il arrive plus ou moins à se faire comprendre malgré tout. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Vous, peut-être parce que vous vous êtes levé, vous êtes un peu éloigné, vous avez vu qu'il y en a un petit groupe parmi les villageois qui restaient un peu à l'écart et qui riaient abondamment. Mais ça vous a presque semblé être un rire nerveux, pas tout à fait naturel.
Et d'ailleurs, quand vous les avez regardés, ça n'a pas eu l'air de les gêner. Ils continuaient à rire et avec des tremblements un peu dans les mains et au niveau de la tête, du coup, avec la tête qui oscillait de manière un petit peu saccadée, de droite à gauche ou de haut en bas, et avec les jambes et les bras qui tremblaient un peu. Il y a un groupe comme ça, d'une petite dizaine d'hommes et de femmes qui sont un peu à l'écart du reste de la tribu. Ils ont été nourris, hein, comme les autres. On vous a Moi, je tous dis à mes donné, amis, il y a quelque chose de suspect ici. on vous a donné comme à eux. Eux aussi ont reçu une assiette avec des fèves et le cochon qu'ils ont fait cuire, hein. Dirno vous dit comment ça? Quelque chose de suspect? Nous sommes très bien accueillis, tout va bien. Oui, ce groupe-là qui nous regarde, c'est suspect. Bon, ils ont l'air de bien s'amuser, ils rigolent. Oui, ils rigolent, j'ai bien l'impression qu'ils rigolent de nous. De nous, vous croyez? Ils n'ont pas l'air de tellement Euh, s'intéresser à nous. J'ai l'impression que ces gens s'attendent à un mauvais coup pour nous. Ah, ils ont plutôt l'air de rire entre eux qu'à nos dépens. Oui, voilà. Moi, est-ce qu'en termes de psychologie ou de... Est-ce que ça m'évoque un trouble éventuel, un truc, je sais pas. Ça m'intrigue un peu quand même. Bah, les autres ont l'air plutôt de les. Tu peux faire un jet de psychologie, ouais, pour comprendre un peu l'attitude des autres par rapport à eux. Ouais, ils ont plutôt l'air de les traiter comme des personnes affaiblies et malades. Les autres, quand ils s'approchent de ce groupe-là. Plutôt que comme des. Et. Mhm. Je fais part à mes camarades de cette impression. Dirno voulait que je leur demande ce qui leur arrive. Je peux essayer de leur demander ce qui arrive à ces pauvres gens qui gesticulent et qui tremblent en tous sens. Oui, oui, demandez, ça m'inquiète. Ah, bon, il s'exécute, il essaye de communiquer avec eux. Ah, ils me disent ils sont malades. C'est une maladie qu'ils n'arrivent pas à expliquer, une maladie mystérieuse. Au bout d'un certain temps, les gens arrêtent de trembler et ils ne disent plus rien. Et ensuite, ils meurent. Et d'après ce que j'ai compris, quand il y a un membre de la tribu qui meurt comme ça, il arrive qu'il le mange lors d'une cérémonie. Mhm. Ah bon, Moi, je vais manger que des fèves, hein. tout ça quand même un peu inquiétant. Les préparations qui circulent n'ont rien de particulier. Non, c'est le porc. Les porcs C'est qui ont pas. été, c'est les porcs qui ont été abattus, hein. Vous reconnaissez bien la viande des porcs sauvages, hein. Y a pas de Ils la font griller, ils la préparent comment? Oui, la C'est cuisent. simple. Ils la cuisent, hein. Est-ce qu'il y a des abats? Aussi, oui. Bon, il faudrait peut-être qu'ils nous renseignent. Est-ce que vous connaissez les Sampan-suku? J'ai essayé de leur demander s'ils y connaissent quelque chose, parce que s'ils pourraient nous orienter. Ah, ils disent que euh, ils ont assez peu d'échanges avec eux, qu'ils sont dans une vallée assez reculée, euh, euh, et
que des fois, ils ont des... Ils disent comment? Que quand il y a des... Là-bas, il y a l'esprit serpent. Ularjiwa. Ularjiwa. Il regarde dans ses notes, dans ses carnets. Ularjiwa. Oui, esprit serpent. C'est pour ça que certains de leurs enfants, des fois, disparaissent dans les montagnes lorsqu'ils vont chasser. Parce que l'esprit serpent, qui est dans cette vallée, les attrape. L'esprit serpent. Ici aussi, alors. Dirno, du coup, est assez excité. Vous voyez, il y a des choses ici qui se passent. Mon intuition devait être bonne. Sûrement des connaissances enfouies dans ces vallées reculées qui nous rapprochent au plus près de l'origine de l'espèce humaine. Vous savez, Dirno, à l'origine, c'était une espèce de race de sauriens qui dominait le monde. Et ensuite, je pense qu'ils sont partis sur une autre planète, Une autre planète? qu'ils se sont croisés avec d'autres et ils sont revenus pour féconder la planète et donner l'humanité, la faune, la flore. Mais au départ, c'était des sauriens. Vous comprenez, des serpents. Te regarde avec un air un peu sceptique. Voilà, puis Vous le allez... professeur, quand il balance son truc, il regarde, tu sais, il regarde un petit peu en l'air, dans les arbres, un peu dans le vide, quoi. Il a l'air un peu fou. Oui, il te prend comme tel, Dirno. Il sent qu'il faut pas trop te contrarier. Bon, reprenez un peu de leur cuisine. Nous n'avons plus assez de rations. Et après avoir bien mangé, on vous laisse le soir. On vous a laissé quelques petites cabanes sur pilotis. Vous êtes à l'abri des serpents et des insectes. Pas forcément des araignées qui courent partout. Mais vous passez une nuit à peu près au calme, un peu rassasié. Euh, Dirno a obtenu qu'il vous emmène sur le chemin du village des Sampansuku. Ils savent qu'il y a là-bas un prêtre blanc. D'ailleurs, c'est peut-être le seul blanc qu'ils ont vu à part vous. Et pour certains d'entre eux, ils vous y amènent. C'est à quelques jours de marche. Ils vont vous mettre dans la bonne direction. Et vous repartez le lendemain. Udia Kepanga vous salue. Vous lui avez peut-être donné des colis fichets, un petit peu de vaisselle qui vous restait. Je ne sais pas si vous lui avez fait d'autres Oui, cadeaux. les petits cadeaux là, que le professeur emmène toujours avec lui. Des petites breloques. Ouais. Ça leur a beaucoup plu. Les enfants surtout. Et les, la tribu des, des Bukuma envoie quelques guides pour vous faire cheminer pour votre dernière étape à travers ces vallées encaissées où vous retrouvez une forêt extrêmement dense, très brumeuse. Vous avez reperdu de l'altitude à nouveau. Vous êtes passé de l'autre côté de cette chaîne de montagne et pendant quelques jours, vous cheminez. Pendant 2 jours, vos guides de la tribu Bukuma vous accompagnent et font chemin avec vous. Puis ils vous laissent en vous disant dans quelle direction continuer et ils repartent en direction de leur village. Vous continuez à cheminer. Vous arrivez près d'un endroit où il y a une petite cascade, un torrent. Et au bord de ce torrent, vous apercevez une forme massée qui semble être un corps.
Halte là. Qu'est-ce qu'il va voir? Tyrano se tourne vers alternativement vous quatre, pour savoir lequel est décidé à y aller. Bon, je m'avance un petit peu, tout doucement. Tu vois que c'est un homme, un papou, qui est jeune, sans doute, adolescent. Il est couché sur le côté, déjà un peu décomposé. Il y a sûrement eu beaucoup de charognards qui sont déjà venus le dévorer un peu. C'est pas joli à voir du tout. Des morceaux de chair ont été enlevés, il a été piqué par des becs d'oiseaux. Tu vois qu'il y a de la vermine qui sort d'un peu partout. Tu, Qu'il est encore en état. Est-ce que je peux savoir tu, s'il a eu des coups de lame ou des choses comme ça pour déterminer un peu de quoi il est, ou si c'est une chute ou quoi que ce soit? tu, tu t'approches. Ouais, tu peux faire un jet de trouver objet caché, hein, si tu l'observes de plus près. T'as déjà été confronté à des scènes assez abominables pour que je ne te demande pas un jet de santé mentale en voyant ce cadavre en décomposition. Tu en as vu d'autres? Non, c'est réussi, hein. Réussite extrême. Ouais, tout à fait. Tu vois qu'il y a au niveau des jambes, il y a plusieurs morsures de serpents. Ah, Au niveau du mollet. je peux. Enfin, j'ai l'habitude, moi, un petit peu des serpents. Par rapport à l'écartement des morsures, je peux déterminer la taille ou si c'est Oui. c'est vraiment une injection de venin ou si c'est plus quelque chose comme un boa, quelque chose qui. Non, c'est vraiment une injection de venin, et ça te semble malgré tout être une morsure assez grosse. Tu vois que c'est assez espacé, et plus espacé que tout ce que tu peux connaître comme espèce de serpent, à ta connaissance. Donc il devait être d'assez grande taille. Bon, je fais attention au cas où il soit toujours dans les coins. Parce que je suppose que vu la taille, enfin, ça peut être peut-être rapide, vu qu'ils nous ont dit que c'était dangereux. Donc je reviens vers le groupe et je dis c'est un jeune papou qui a trouvé la mort, et probablement du fait de la morsure d'un serpent. Ce que tu as pu voir, c'est qu'il y avait sur lui, il avait comme des tatouages, des peintures qui étaient faites à même la peau, qui ressemblent à des tatouages, et qui ressemblaient beaucoup à ceux de la tribu Bukuma que vous aviez fréquenté avant. Ils nous a accueillis, ok. Donc je rapporte tous ces éléments. Mais la taille du serpent est impressionnante. Ça doit correspondre à ce qu'on nous a annoncé. Je n'ai jamais été confronté à ça, professeur. Bien, sabre au clair, comme on disait dans le régiment. Les porteurs se sont approchés aussi, ils ont regardé. Ils commencent à se dire qu'il faudrait peut-être pas aller plus loin. Pour les Ils voudraient, rassurer, hein, j'avance avec mon voudraient, arme ils voudraient fièrement. retourner au village. Ils veulent retourner au village des Bukuma. Ils veulent pas continuer. Ils ont parlé de serpents là-bas. Ils ont dit qu'il y avait l'esprit du serpent qui régnait ici, et ils sont très superstitieux. Est-ce qu'il reste tant de choses à porter que ça, finalement, là? Vous avez bah, toujours un peu votre matériel, un peu vos tentes. Après, forcément, si vous n'avez plus de porteur du tout, vos chances de survie au retour seront nettement diminuées. Vous pouvez imaginer que vous n'êtes plus très loin du village des Sampansuku, mais
Au retour, il vous faudra bien faire 2 semaines. Là, vous avez déjà mis plus de 2 semaines pour arriver là, presque 3. C'est surtout pour le retour que c'est inquiétant. Ouais, moi je vais leur dire en respectant leur superstition aux porteurs, enfin comme je peux leur dire, le- nous respecterons l'esprit du serpent et il nous laissera traverser ces terres. Euh, J'essaye de... Dirno essaye de traduire. Je vais faire ce que je peux. Et j'essaie de leur dire le nom d'un. J'ai Tetzatlipoca qui me vient en tête là. Tu vois le nom d'une divinité ou de quelque chose qui vient de très loin, voir si ça leur parle par exemple. Non. Dirno, lui, mais vous voulez alors parler de divinité aztèque? Il n'y connaît sur rien. Mais je vous ai Ça n'a expliqué au départ, ça il n'a n'y rien à avait voir. qu'une seule race. C'était Ah, les mêmes de partout. vous divaguez. Bon, Dites-leur, dites-leur. oui, il leur explique. Ça a l'air plutôt de les inquiéter qu'autre chose. Ils veulent faire machine arrière. Ils veulent pas continuer. Bon allez vous autres, aidez-moi, venez, on va leur bloquer le chemin. On leur bloque le chemin, Tu fais j'essaie de faire un, de contourner. tu fais un jet d'intimidation, professeur, pour essayer de les forcer à continuer. Ouais, ils veulent rien entendre, ils sont prêts à en découdre et même prêts à devenir un peu violents si vous voulez vraiment vous opposer à eux. Que faites-vous? Vous avez vos armes, eux ils n'en ont pas. Est-ce que vous faites user de la force Ça contre va, eux ou est-ce que vous les laissez ils sont partir? décidés à nous laisser tomber quoi qu'il arrive. Vous savez comment ça se passe. Et que nous aurons le dos tourné, ils en profiteront. Est-ce qu'on peut leur proposer de nous attendre au village et on les récupérera au retour peut-être? Tierno te dit une fois qu'ils seront partis, ils feront bien ce qu'ils voudront. Je crois que c'est peine perdue, effectivement. Nous les aurons même contre nous. Je ne me sentirai pas tranquille. Regardez, ils ont l'air hostiles. Ah, Moi j'étais en train de lever mon arme, mais au dire de Felipe, je la baisse. Si seulement Victor était toujours avec nous. S'il n'avait pas été déchiré par ces casoars, je n'aurais pas dû vous laisser prendre la tête de notre parcours, Carpenter. Tout cela, c'est de votre faute. Elle est bien bonne celle-là. C'est vous qui avez commencé à leur dire n'importe quoi avec votre petit ton supérieur de bureaucrate de mes deux. C'est la première fois que vous sortez de votre université et vous avez voulu donner la leçon aux porteurs. Voilà, c'est vous qui avez lancé cette impulsion. Ne me mettez pas ça sur le dos. Bon, que faisons-nous? Nous les laissons partir? Ou il faut en abattre un de sang-froid pour les impressionner? Là, je lui tends mon arme. Tenez, allez-y. Ah, mais je ne sais pas me servir de ça. Il n'y a pas besoin de savoir s'en servir. C'est juste de la conviction qu'il faut avoir. Oh, non, il te le rend maladroitement. Bon, eh ben, marchons. Nous sommes tout seuls maintenant. Vous reprenez ce qui vous reste de matériel, le plus essentiel, les vivres, quelques, quelques petites nattes à mettre sur le sol, quelques tentes à mettre au-dessus de vous pour vous protéger de l'humidité de la forêt. Et vos porteurs vous laissent désormais à cet endroit. Vous continuez à cheminer, seul à travers la forêt. Vous entendez au loin, après encore 2 jours de marche, des chants.
Il ressemble à ceux que vous avez déjà entendus chez les papous que vous aviez rencontrés. Et des jeunes enfants, filles et garçons, avec des tatouages comme ceux que vous aviez pu voir auparavant, mais légèrement différents, s'approchent de vous en rigolant et viennent vous tirer par les bras pour vous emmener dans la direction de la musique avec de grands sourires. Dirno essaye de parler avec eux. Ils disent qu'ils nous emmènent à l'homme blanc, au grand prêtre. Ah, il parlera certainement notre langue, celui-là. Ah, peut-être. Ce doit être l'homme que nous recherchons. Le pasteur Martens. Ah, enfin un homme de la civilisation. Et vous arrivez en vue d'un village qui ressemble un peu à celui que vous aviez vu auparavant, avec des maisons sur pilotis, où des hommes et des femmes sont regroupés. Visiblement, ils ont été avertis de votre venue, et il y a de nombreuses personnes qui font une espèce de haie d'honneur au moment où vous arrivez. Vous êtes tous un peu fatigués et affaiblis par votre parcours. Les papous qui sont là sont nombreux. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des filles, des garçons qui apparaissent. Vous apercevez qu'il y a une grande sculpture sur le côté du village qui vous semble avoir une forme un peu étrange, mais c'est pas vers cet endroit-là qu'on vous dirige, puisque on vous dirige vers la case d'où sort en se penchant un peu en avant le pasteur Martens. Il a une barbe grise et blanche assez abondante. Il écarquille les yeux en vous voyant arriver. Il est accompagné d'une très jeune fille qui est à ses côtés. Pasteur, vous parlez notre langue? Il s'approche et vous fait un grand sourire. Oh mais je, je n'ai pas la berlue, je vois bien là des personnes qui sont venues jusqu'ici, depuis la côte, et même depuis l'Europe. Bien au-delà de la côte, oui. Je Il m'approche vous, pour il lui vous, serrer la il main. vous parle spontanément en allemand. Quand il t'entend parler en anglais, peut-être, il est un peu surpris. Dirno s'approche, vous présente. Ah, bonjour, Père Martens. Et je vous présente Monsieur Cesnecki, le baron von Stilfried, et Monsieur Kayankura, et le professeur Carpenter, à qui vous êtes en train de saluer présentement. Je suis le professeur Karl Dirno. Je suis universitaire à Hambourg, et je suis venu ici pour rencontrer ces peuplades éloignées. J'espère que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre. Il se redresse. Oh, oui, oui, sans doute. Sans doute. Il se gratte un peu la tête. Vous voyez qu'il n'a pas l'air très propre. Il a une tenue locale un peu... avec des vêtements un peu défraîchis, des espèces de tissus qui lui entourent le corps. Il est un peu bedonnant. Il a la mine un peu rougeaude. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. C'était vraiment une très très bonne nouvelle de vous voir arriver ici. Je suis vraiment ravi. Et je pense que tous les habitants du village vont être ravis également. Je pense que nous allons pouvoir faire une fête en votre honneur. Bien, installez-vous. Nous allons pouvoir vous donner un endroit où dormir.
Vous allez pouvoir me raconter tout ce que vous avez fait pour venir jusqu'ici. Entrez. Euh, Tenez, asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, je m'installe. J'observe un peu, là, on est dans une tente. Vous êtes dans une de ces cases. Il y a pas mal de cases sur pilotis, comme ça Ouais, que vous ok. voyez là sur les images. Il y a pas mal de villageois, très curieux également, qui sont venus autour de vous. Euh, Hendrik, tu vois qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui se dresse et qui s'approche à côté du pasteur. Ok. Et ce qui te surprend quand tu le vois se faufiler à côté de toi pour se mettre à côté du pasteur, c'est qu'il porte une veste occidentale, bleue, avec des galons. Oh merde. Vous voyez qu'il y a comme des insignes de marine militaire. Il porte ça fièrement. Il se met à côté du pasteur. Vous voyez qu'il y en a plusieurs autour de vous qui portent des bijoux, des bagues, des petits bracelets, des montres qu'ils ont accrochés aux côtés, des petites fioritures qu'ils peuvent avoir partout dans leur coiffe. Vous voyez une plume avec laquelle on écrit, qui sert à attacher les cheveux d'une femme. Des rivets qui ont été mis les uns à côté des autres pour former une sorte de collier doré, comme ceux qu'on peut trouver sur des navires. Et le chef, qui se nomme Tabouni, pose fièrement à côté du pasteur. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est une bien longue histoire. Un bien long chemin et une bien longue histoire. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que j'ai la visite de, de compatriotes qui font un tel chemin. Euh, je suis, je suis vraiment ravi de vous accueillir, mais j'aimerais bien en savoir davantage. Le professeur regarde nerveusement là, cette veste de marin. Eh bien, il tourne la tête, il regarde le gars, il regarde la veste. Mais dites donc, d'où vient cette jolie veste? Je ne sais pas. J'imagine que, Les tailleurs ne sont pas fréquents dans le coin. j'imagine que il y a eu avant quelques expéditions qui est venue depuis la côte et qu'ils ont récupéré cela par ici. Je n'ai pas vraiment d'idée. Nous sommes bien loin de la côte. Oui, c'est vrai. Il faut connaître les bons chemins. Vous avez l'air bien fatigué. Le voyage a dû être exténuant. Combien de temps avez-vous mis pour venir depuis Finschhafen? Je me tourne vers les autres. Vous avez mis 20 jours. Ce que lui dit Dirnau, si vous ne dites rien. Bon, il vous demande des détails sur votre voyage depuis Finschhafen. Mais enfin, et donc, qu'est-ce qui vous amène ici? Il se tourne vers le Ici. baron, vers Hendrik, Ouais. vers Felipe. Essayer d'avoir aussi voir comment ils réagissent. Parce qu'il n'y a que le professeur qui échange avec lui pour l'instant. Je lui parle de Kruger qui a été retrouvé dans la jungle et
et du fait qu'on l'a rencontré à la mission. Je voudrais en savoir plus voilà, sur comment ça s'est passé. Ah, ce marin que nous avons retrouvé. Oui, il errait dans une vallée non loin d'ici. Nous l'avons retrouvé lorsque nous sommes partis avec. Ce sont des chasseurs qui l'ont retrouvé. Ils me l'ont apporté, puisque bien sûr, ils ont vu qu'il s'agissait d'un Européen. Et j'ai essayé d'échanger avec lui, mais il avait l'air d'avoir l'esprit totalement dérangé. Je ne sais pas comment il est arrivé par ici. C'est vraiment très mystérieux. Peut-être est-ce justement cette même euh, expédition qui s'est égarée et qui a apporté ces vêtements que ces braves gens aiment apporter ici. Enfin, c'était beaucoup plus à l'est, au sud-est exactement. L'endroit qu'on Qu'est-ce qui... appelle la vallée des Cascades. Ah, il y a de l'eau là-bas, d'accord. Bien, il Il se trouve était que c'est... seul, personne, pas de compagnon qui aurait pu succomber à ses côtés. Ah, nous n'avons trouvé personne d'autre. Oh, puis je pense qu'ils connaissent suffisamment bien la forêt et les moindres recoins des alentours pour que leurs paroles soient dignes de confiance. Ils ne sont pas forcément tous pressés euh, d'adopter la religion, la foi chrétienne. Mais je m'y emploie, mais je m'y emploie. Il a une croix en bois hein, qui pend devant lui également. C'est le seul signe vraiment distinctif qui rappelle qu'il est un pasteur. La jeune Maria se tient juste à côté de lui, très proche de lui. Il y a des gestes d'affection entre eux ou pas du tout? Elle a l'air Enfin, d'être... du style poser sa main ouais, sur son bras ou des choses comme ça. si, elle a l'air de le regarder avec une certaine soumission, en tout cas. Et lui avec un air très paternaliste. Peut-être plus que paternaliste d'ailleurs. Et est-ce que des objets ont été retrouvés avec Kruger? Hmm, bah, ce qu'il avait sur lui, il avait les restes de quelques papiers qui étaient dans sa veste. J'ai tout ramené à Finchafen. Je ne voulais pas le laisser ici au village. Nous n'étions pas en mesure de pouvoir prendre soin de lui. Il avait l'air d'avoir perdu la raison. Nous sommes partis au village avec Maria et quelques chasseurs guerriers du village nous ont accompagnés et nous y sommes rendus. Cela fait maintenant de nombreuses semaines. Comment va-t-il? Il n'a pas recouvré la raison. Ah, c'est bien dommage. Oui, et c'était impossible d'échanger de manière sereine avec lui. Bien, Et ben les autres, est-ce qu'il parlait d'autres personnes quand vous l'avez trouvé, qu'il délirait? oh, il disait que je ne pourrais plus dire ce qu'il vous disait, ça n'avait aucun sens. Vous n'avez pas quelques bribes de souvenirs? Oh, non, ça ne voulait rien dire, il parlait à peine. Et quand il parlait, il était dans tous ses états hystériques. Non, vraiment, c'est le mieux que nous avions à faire, c'était de le ramener à Finchafen. Vous l'êtes Là-bas, habillé chaudement. euh, sur ce qui lui restait de vêtements, qui étaient en grande partie déchirés. Mhm. Il avait eu des coups et il était à moitié assommé. Il avait dû prendre un coup à la tête, à mon avis. Ah, montée divine. Bien, je pense que nous pourrons reprendre cette. Vous avez l'air exténué. Euh, nous allons vous fournir le repas et vous fournir un endroit où dormir. Si vous voulez vous installer, Très aimable. nous pouvons vous donner quelques cases où vous pourrez vous installer. Euh, Vous il y a pourrez nous emmener ici voir ces cascades? la vallée des Cascades. Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je peux demander à quelqu'un de vous y accompagner. Bien sûr. Je serais ravi d'aller visiter cet endroit. N'est-ce pas les autres? Oui, venu un peu pour ça. Et qui vous a envoyé ici au juste?
la famille de ce Kruger. Ah, bon. euh, c'est très bien. C'est très bien qu'il se soit ainsi soucié de lui. Oui, très bien, très très bien. Écoutez, vraiment, votre venue est une bénédiction. Je pense que je célébrerai une messe en votre honneur. Euh, prenez votre aise, installez-vous dans le village. Il parle dans la langue locale à quelques-uns des villageois Sampansuku et qui sont là. Et ils, euh, ils vous font un geste pour que vous les suiviez. Vous pouvez faire un jet d'anthropologie. Quand tu les as entendus parler, tu as trouvé que leur langue avait l'air quand même très différente de ceux que vous aviez rencontrés avant, quand vous étiez au milieu des Bukuma. Et même sur leur apparence physique, ils ont l'air beaucoup plus petits, euh, avec les bras un peu longs, non, les bras un peu courts, pardon, euh, les yeux assez écartés sur le côté du visage. Ils ont des caractéristiques physiques qui sont assez différentes. Mais c'est plus ou moins prononcé selon les individus. Et au niveau de leurs habitats, enfin, par rapport à ce que j'ai pu en voir dans l'autre village, est-ce que ça Ça c'est similaire? ressemble. Ça ressemble. Globalement, ça ressemble. Des cases sur pilotis au milieu des arbres. Euh, Quand vous sortez dans le village, vous êtes guidé par euh, les, euh, les quelques villageois auxquels le pasteur a donné des instructions. On vous guide vers les maisons. Vous voyez qu'il y a une espèce de grosse structure qui a l'air d'être une sorte de totem sur le côté. Vous apercevez le haut, ça ressemble à des grandes lances qui s'étirent vers le ciel. Et là, c'est la nuit. Non, non, c'est pas. Vous êtes arrivé en journée, Ok. mais vous le voyez pas bien. Il faudrait vous rapprocher pour le voir plus distinctement. Je sais pas si vous. Oh, bah, la curiosité de l'archéologue va, va pousser le professeur Je vais accompagner aussi à le se diriger professeur. vers ce truc en le montrant un petit peu du doigt, Oui, si bah, personne ne lui barre le chemin. non, non, il vous emmène. euh, il vous guide vers cet endroit lorsque vous le pointez du doigt pour que vous puissiez vous en approcher. Hein, il s'y oppose pas. Et vous montez une petite pente au milieu de quelques cases. Et vous arrivez en vue d'une, d'une espèce de grosse structure en bois qui ressemble à un bateau. Mais c'est un tressage qui est fait avec des lianes, avec des morceaux de bois, qui a été construit localement. Mais en vous en approchant, euh, ça ressemble à s'y méprendre aux formes d'un bateau comme il peut y en avoir en Asie, un bateau de pêche japonais ou quelque chose de ce style-là. Ça a été fabriqué avec des objets locaux, hein. C'est une fabrication locale, hein, c'est évident. Ça fait à peu près 5 mètres de long et avec des mâts, comme des voiles qui sont représentés avec des tressages. C'est un bateau, C'est très étonnant. un bateau japonais. Je commencerais presque à croire que Mais c'est pas un bateau japonais, c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué. Il y en a d'autres, des totems de ce type? Est-ce qu'on aperçoit des ombres ou des choses comme ça, des silhouettes dans la nuit? Non, 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 il n'y en a pas d'autres. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de centre dans le village, mais c'est une partie un peu, oui, presque centrale. Bah, on va s'arrêter là-dessus alors.
En tout cas, on est au bon endroit. Ouais, je pense, ouais. Moi, je vois bien un petit transfert du Maelstrom vers les cascades. Mais ça, l'avenir le dira au professeur.